Soumaïla Cissé et Sophie Petronin libérés. Il y avait avec eux deux autres otages d'origine italienne. Ils ont finalement été libérés après quelques annonces manquées. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette tribune du mardi qui est consacrée au Mali et à la sécurité au Sahel, avec notamment la lutte contre le terrorisme. Vous comprendrez que les deux questions sont liées parce que la libération de Soumaïla Cissé a entraîné en échange la libération de près de 300 terroristes condamnés pour crimes de sang. Et sur ce plateau, nous allons retrouver quelques habitués de ce rendez-vous, notamment Moustapha Sibi et Tiambel Gimbaïra. Mais avant, Sédik Abba, c'est vrai, qui est déjà passé sur ce plateau, mais qui est surtout l'un des spécialistes en ce qui concerne le Sahel les plus solides. Sédik Abba, par qui nous allons ouvrir ce rendez-vous. Mais avant, bonsoir messieurs, et merci d'avoir répondu à cette invitation. Allons-nous retrouver à nouveau dans le contexte où avait été libéré Soumaïla Cissé, l'opposant qui prononçait ces quelques paroles au micro de l'Office de radio et télévision du Mali. Des conditions de vie très difficiles, vous le savez, dans les Grands Sahara, dans un isolement qui est quasi permanent dans ces zones. Mais je dois avouer qu'il n'est suivi aucune violence, ni physique, ni verbale. Aujourd'hui, le propos, c'est pour remercier. Je tiens donc à remercier très sincèrement toutes les autorités maliennes. Je tiens à remercier les chefs d'État de la CEDEAO. Vous savez, ils étaient là le 23 juillet. Ils ont eu l'amabilité de recevoir mon épouse. Je sais que chacun d'eux a fait ce qu'il a pu pour qu'aujourd'hui soit. Remercier les peuples de ce pays. Parce que je sais qu'il y a un élan de solidarité qui s'est manifesté dans tous les pays de l'UEMOA, en Afrique centrale, en Afrique australe, même au-delà. Je tiens donc à les remercier tous pour cela. Je tiens à remercier le corps diplomatique. Je sais que dans l'ombre, ils ont tous bien travaillé, que ce soit ceux des organisations internationales comme l'ONU, de l'Union africaine, de l'Union européenne, de la CEDEAO. Et je pense que tous méritent aujourd'hui notre respect et notre salutation. Je tiens à remercier ceux qui ont permis par leur action quotidienne depuis 6 mois, c'est-à-dire ceux qu'on peut appeler les intermédiaires, l'honorable Al-Bibi, le colonel Fanou, qui n'ont pas compté leur temps, qui ont été nous chercher, qui nous ont convoyés, qui nous ont amenés jusqu'ici, grâce aux éléments de l'armée de l'air, l'occasion de saluer l'armée et de saluer l'armée de l'air elle-même. Je tiens vraiment à les remercier tous. Je tiens à remercier le comité de crise national, présidé par le Premier ministre Ousmane Soufi, le comité de crise de l'IRD, mon parti, mes camarades, qui se sont battus chaque jour. Remercier les associations, les collectifs, dont Mokhtar Sy est le porte-parole. Remercier tous pour leur action quotidienne. Mais ce que je veux dire, c'est le plus important, c'est remercier l'ensemble du peuple malien pour sa mobilisation. Vous savez, le Mali est un grand pays. Le Mali est un vieux pays. Le Mali est un pays d'histoire, un pays de culture. Et surtout, le Mali est un pays à dynamisme grand. Les Maliens sont profondément humains. Et chaque fois que l'adversité touche un Malien, tous les Maliens se mobilisent pour l'aider. Je peux dire aujourd'hui que je suis très fier d'être Malien.
Soumaïla Cissé est très fier d'être malien, on le comprend. Il n'a pas tari de remerciements à l'endroit de tous ceux qui ont consenti le moindre effort, où qu'il soit, pour l'aider à sortir de cette situation. À chaud, Moustapha Sibi, vous êtes membre de l'URD, le parti politique de Soumaïla Cissé, mais également un proche. Votre réaction lorsque vous avez eu la confirmation que finalement il a été libéré? Merci pour l'invitation. Merci aussi pour votre effort durant sa captivité. Vous faites partie, n'est-ce pas, vraiment de ces chaînes de télévision qui n'ont pas oublié Soumaïla Cissé. Ma réaction, je crois que c'est comparable à tout le monde, y compris mon frère Gimbayara sur le plateau. C'était vraiment un sentiment de joie. J'avais pas les mots. C'est pour vous dire une petite anecdote. Lorsque je l'ai eu au téléphone, je le disais présent. Madame Sibi dit que vous avez rajeuni de 20 ans. Moi, je vis la éclaté de rire. Donc, en le voyant dans cet état de forme, c'est ça que la structure, c'était ça, la santé. En fait, on parle de la politique, mais en réalité, c'était un homme, un père de famille qui était en captivité. On oublie la politique. Humainement, c'était difficilement supportable. Et je suis tout à fait convaincu que mon frère avait les mêmes sentiments, a eu à vivre les mêmes difficultés. Voilà. En gros, nous sommes heureux pour lui, pas l'homme politique. Ça, c'est après. Mais un père de famille qui a retrouvé les siens, c'était vraiment extraordinaire. Moi, je ne dormais pas, pour vous dire vrai, j'ai passé les nuits blanches en téléphonant partout. Parce qu'en réalité, il y avait d'autres canaux non officiels et non officieux, si je veux aussi dire, parallèlement à l'État. Donc, on recherchait, on avait aussi au moins des informations qui étaient bien importantes. Ça, on a toujours eu ça. Même moi, personnellement, j'avais ces informations. Il va bien, il se porte bien. Vous recevez des appels, on dit que votre président est mort, on a retrouvé un cadavre ici, il est mal portant, mais on avait toujours l'information qu'il était bien vivant, très bien traité. Mais c'est difficile à voir dans la mesure où on ne le voyait pas venir. La chose semblait interminable. Voilà, en gros, ce que tu peux dire pour un premier mot par rapport à ça. Vraiment, un homme heureux que vous avez en face de vous aujourd'hui. Kamel Gimbayara, on est sur la voie de la réconciliation véritable au Mali, peut-être avec cette libération de Soumaïla Cissé, qui devrait contribuer à renforcer cette réunification du peuple malien? Non, il faut se réjouir humainement de cette libération. Je rejoins M. Sibi sur ce plan. Et un Malien, Soumaïla le rappelait fort heureusement dans ses propos, quand un Malien est touché, quelle que soit son origine, son orientation politique, nous partageons la charge. Ça, ce sont nos valeurs. C'est nos valeurs africaines, c'est nos valeurs ancestrales. Dans toute notre société, la difficulté de ton voisin, c'est ta difficulté. Les soucis de ton voisin, ce sont tes soucis. Le problème de santé qui se pose à ton voisin se pose à toi, au-delà de toute divergence politique, évidemment. Mais ça, il faut le dire, en tant que père de famille, chef de famille, en tant que père, tout simplement, en tant que Malien, tout simplement, je me réjouis de cette libération. Voilà, je m'en réjouis, mais je regrette en même temps que dans sa litanie de remerciements, qui n'est pas commencé par le président de la République et l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. Ça, c'est une divergence fondamentale que je ne partage pas. Je respecte son choix. Il le fait pour d'autres raisons. Mais je crois que parmi ceux qui devraient remercier aussi figure le Premier ministre. Le président de la République, le Premier ministre, il le fait de façon indirecte, sans polémiquer là-dessus. Oui, mais il semble pourtant avoir remercié le président de la République. Je veux parler d'Ibeka, qui ne l'avait pas oublié, puisqu'il a, comme vous l'avez souligné, évoqué ces quelques échanges sans peut-être formellement le souligner. Non, je le rappelle qu'il a corrigé, il a même fait mieux. Il l'a eu au téléphone, ils ont échangé, mais peut-être à chaud, ce n'est pas évident aussi pour quelqu'un qui est resté 6 mois, c'était une première sans sa famille, de rassembler tout son esprit et de pouvoir s'exprimer clairement sans reproche. On pouvait le faire avec son garde-corps qui est tombé, il n'en a pas fait un mot. Ça aurait été encore plus grave, mais
on ne cherche pas à l'accabler de ce point de vue-là. Il faut reconnaître que c'est difficile aussi pour lui, humainement, même si après quand même, avec un peu de recul, c'est toute la communication, la difficulté de la situation de l'homme dans un certain contexte face à une situation à un moment donné. C'est difficile, ce n'est pas facile pour Soumaïla, ça ne l'aurait pas été pour les autres otages. Ce n'est pas du tout facile de sortir de cette situation et de reprendre à vivre normalement parce que tu étais coupé du monde, coupé de la réalité et même sous-informé. Donc on comprend les limites humaines, les limites de l'esprit, mais ceci dit, je ne m'en satisfais pas si ce n'est pas fait en premier lieu, en premier cas, ça peut cacher d'autres ambitions politiques et donc on ne devrait pas politiser cette question. Voilà mon point de vue. Bon, mais on a tout de même affaire à un homme politique. Hein. Moustapha Sibi a souligné tantôt, c'est vrai qu'il faut faire abstraction de l'homme politique pour voir le père de famille qui a été chaleureusement accueilli, comme on l'a vu sur ces images chez lui. Mais il y a un autre aspect que nous allons évoquer, qui est celui des conditions qui ont permis la libération de Soumaïla Cissé et de Sophie Petronin. Sophie Petronin, humanitaire française âgée de 75 ans, qui, soit dit au passage, au sortir de ce séjour en milieu djihadiste, a annoncé sa conversion à l'islam. Alors, dans ces conditions, eh bien, il y a eu la libération de plusieurs centaines de djihadistes qui avaient même été condamnés pour des crimes de sang. Est-ce que finalement cette libération ne vient pas compliquer la lutte contre le terrorisme au Sahel? Et pour répondre à la question, eh bien, nous avons joint Sédik Abba qui est en ligne d'Abidjan. Sédik Abba qui est, on le rappelle, spécialiste du Sahel, journaliste, écrivain, qui a écrit également plusieurs livres très lus, des best-sellers sur la lutte contre le terrorisme au Sahel. Sédik Abba, est-ce que finalement cette libération d'otages en contrepartie, de prisonniers djihadistes en contrepartie de la libération d'otages n'est pas là pour faire en sorte que la lutte contre le terrorisme se complique dans la région? Très clairement, la libération de 204 djihadistes est non de moindre, parce qu'il ne faut pas simplement s'arrêter au nombre de djihadistes qui ont été libérés. Il faut aussi regarder leur qualité, parce que ce sont des logisticiens, ce sont des idéologues, ce sont des artificiers. C'est quand même de personnalités importantes de la stratégie djihadiste qui vient d'être libérée. C'est clair que ça va conforter les mouvements djihadistes dans leur action. Ça va leur redonner de l'oxygène pour qu'ils puissent reprendre leur activité, notamment dans le centre du Mali, où est très présent la Katiba Massina de Amadou Koufa, mais aussi dans le nord, où on sait que Ansardine de Iyad Agagali est très actif. À mon avis, cette libération massive des djihadistes, parmi lesquels des personnes qui ont commis des forfaits très importants, me semble être de nature à quelque peu remettre en cause les acquis qui ont été obtenus ces derniers temps. Parce que, comme vous savez, depuis le sommet de Pau qui a eu lieu en janvier de cette année dans le sud-ouest de la France, il y a quand même eu quelques acquis qui ont été obtenus dans la zone de 3 frontières, dans le nord avec la neutralisation de Drukdel. Donc tous ces acquis-là aujourd'hui me semblent être un peu menacés par cette libération importante de responsables du mouvement djihadiste qui ont été remis en cause à la faveur de la négociation pour la libération de Soumaïla Cissé, Sophie Petronin et de 2 otages italiens.
Alors cette libération d'otages s'est faite dans des conditions délicates, difficiles. Beaucoup parlent d'ailleurs de rançon. Tiambel Guimbaera, c'est finalement la réalité des négociations pour la libération d'otages dans le pays et dans la région. Au Sahel, on ne réinvente pas l'histoire. C'est vrai qu'il faut s'en désoler de cette libération, de ce marchandage d'otages et inhumain et un peu amoral quand même. Payer de l'argent pour sauver des vies humaines, c'est un mécanisme instauré depuis les premiers otages. Ce dernier échange n'est pas un secret. Il y a eu un nombre quand même important de djihadistes qui ont été libérés. Seydi Kaba le rappelait, 204, et dont des idéologues, des artificiers, et même de plusieurs nationalités. Il faut le dire, dans ce lot, il y avait 2 Algériens et il y avait aussi des Maliens. Et il y a aussi des innocents qui ont été arrêtés, mauvais endroit, mauvais moment, et libérés. Et il y a 2 fronts de libération. Une première libération au centre du pays, dans la région de Nyono, et une autre grande libération au nord qui a été d'ailleurs fêtée avec Yada Gali et ses amis. Mais il faut quand même le condamner et reprouver cela. Et en son temps, d'ailleurs, l'URD, le parti de Soumaïla Cissé, était sur la ligne de condamnation. Aujourd'hui, je suis surpris que Soumaïla ait varié dans ce discours-là. À mon avis, la meilleure réponse qu'il aurait pu apporter, c'est de regretter cela et souhaiter que cette vague de libération ne pose pas de problème sécuritaire réellement. S'engager sur cela et reconnaître que c'est vraiment un sacrifice énorme pour le peuple malien de se départir de 206 djihadistes, 204, 206 djihadistes qui pourra poser problème à la longue, des problèmes sécuritaires pour cette zone-là et d'autres, parce que c'est autant d'hommes et de femmes qui attendaient, qui ont certains même été jugés, qui ont du sang des soldats maliens et étrangers sur les mains, qui sont dans le couloir de la justice, qui ont été souvent condamnés. Et ça, c'est vraiment regrettable. Et quel signal envoie-t-on aux hommes sur le terrain qui se battent depuis toujours pour arrêter cela? Quel signal même envoie-t-on à nos partenaires? Ils ne sont pas innocents. La France n'est pas innocente en la matière. Elle se cache derrière parce qu'elle a aussi son compte là-dedans. Sophie Petronet est libre. L'Italie aussi n'est pas innocente en la matière parce que 2 otages italiens ont été libérés. Donc, ils ne peuvent pas faire porter le fardeau par le Mali seul. Et la rançon, en plus de tout cela, je crois qu'il faut regretter quand même ces manières de marchandage. Revoir fondamentalement, il y a des pays qui ne payent pas de rançon. La France dit officiellement qu'elle ne paye pas de rançon. Mais est-ce que c'est la réalité officieusement? Non, aucun otage français n'a été libéré sans paiement de rançon. Mais officiellement, l'État français ne paye pas de rançon et n'accepte pas de faire payer des rançons. Mais les États-Unis et l'Algérie est dans cette logique-là. L'Algérie ne paye pas de rançon et ne discute même pas, ne dialogue même pas dans certains États. Quitte à sacrifier les otages. Non, on n'arriverait pas juste à ce terme. Justement, c'est la qualité des hommes qui ont été arrêtés aujourd'hui. Soumaïla Cissé est chef de file de l'opposition, homme politique, candidat aux élections présidentielles, avec tous les autres otages qui sont détenus. Il n'est pas seul malien en détention. Il y a des militaires, il y a des juges, il y a des soldats, il y a d'autres personnes aussi qui sont détenues. On ne va pas mettre en péril leur vie. Ils n'ont pas été libérés, ils ne sont pas concernés par cette vague de libération, mais on ose espérer quand même que ces otages-là vont être libérés. Et maintenant, la contrepartie, elle ne peut pas être pécuniaire, financière d'une part, et ensuite des libérations. C'est la double peine. La double peine, Moustapha Sibi. Vous comprenez cette vague de libération de djihadistes qui avaient été condamnés pour crimes de sang, et Seydi Kaba l'a signalé tout à l'heure, il y a parmi eux des spécialistes de la logistique, des artificiers et des techniciens qui structurent donc les différentes opérations. Oui, je comprends parfaitement, ça s'entend, cela s'entend, cette réaction, la polémique qui a suscité aussi les jours suivants la libération de Soumaïla Cissé. Par contre, moi j'ai une autre lecture. Nous ouvrons une nouvelle phase de la réconciliation. Quand vous entamez vos propos en disant la réconciliation au Mali,
cette libération aussi devrait pouvoir s'inscrire dans le même cadre. En ce sens que, mon frère Gimbara a souligné, il y avait des Algériens ou des Mauritaniens. Mais en réalité, à 95%, c'était des Maliens. Et nous négocions avec des Maliens. Maintenant, autre chose, parmi le lot de 400 artificiers, présumés terroristes, il y a des bergers, mauvais moment, mauvais endroit. Ces gens-là, ils n'étaient pas totalement condamnés à l'avance. D'accord. Maintenant, voilà ce que je pourrais dire. Soumaïla Cissé a eu une réponse sage. Il a dit ceci, je cite, étant l'acteur de la situation donnée, je n'ai pas de jugement de valeur. Mais par contre, je vais rappeler aussi à mon frère ici que la libération des terroristes présumés ne datait pas d'aujourd'hui. Ibeka Aïe a en pratiqué en 2014. Et aussi, il y a eu 4 terroristes de haut niveau qui ont été livrés au Mali. Je me rappelle, contre un Français, on le disait, l'avant-dernier otage français au Sahel. C'était, je crois, Serge Lazarevic. Je crois, Serge Lazarevic. Oui. C'est lui qui a été libéré. Parmi les 4, il y a un gros caïd qui s'appelait Mohamed Ali Ag Oudsen, voilà. Ag Oudsen, vous voyez. On l'appelait ce dernier d'ailleurs le sous-traitant de l'ACMI au Sahel. Voilà ce qui s'est passé. Nous étions le 9 décembre 2014. 6 mois après, le 37 juin 2015, ce monsieur a été traqué, tué au nord avec 4 complices. Comment cela a été possible? Bon, lors de la polémique en question, l'État, à leur charge, à leur crédit, Ibeka, on n'a pas polémiqué. Ils ont fait ce qu'ils ont à faire, ils ont laissé faire. Mais ils ont recherché. Le gouvernement de Ibeka, le régime de Ibeka a recherché, retrouvé ce terroriste-là a été tué 7 mois à peine après. Voilà ce que j'espère, les dénouements. Parmi ces 400 ou 200 hommes libérés, l'histoire nous jugera là-dessus. Moi, je crois qu'on peut espérer beaucoup mieux. Si vous entendez demain que Iyad Agali a été tué, ce serait certainement avec le rapport, l'apport de certains de ces éléments qui ont été nourris, logés par l'État malien. Pourquoi on ne le tue pas? Nous sommes dans une guerre non conventionnelle. Les gens parlent d'asymétrique. Vous voyez? Une guerre asymétrique. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas... Parce que beaucoup soutiennent qu'il faudrait justement... faire arrêter ces terroristes, ces djihadistes présumés et les présenter à la justice internationale. On en a déjà d'ailleurs quelques-uns qui sont à la CPI et dont les procès sont ouverts. Finalement, la meilleure formule serait laquelle pour... Parce qu'il y a plusieurs accords de paix qui ont été signés. Il y a l'accord d'Alger, etc. Je n'ai pas fini mon propos par rapport à ce que j'espère que l'histoire me donnera raison. Je disais par là que pourquoi on ne tue pas les djihadistes là, en les attrapant, on ne les tue pas, du coup on les arrête. Et c'est parce qu'au nom de la Convention de Genève, où nous sommes des droits de l'homme, nous sommes moins sauvages, nous ne sommes pas des non-civilisés comme eux. Aussi, quelque part, on les garde parce qu'on veut étudier, on veut apprendre sur eux. On ne peut pas continuer à les tuer. En tuant les djihadistes, ça revient encore. Mais en les captant souvent, en les gardant, je suis sûr que les services secrets, français ou maliens ou américains, ça travaille ces hommes-là. Ils peuvent nous aider. Certains serviront de relais. Je suis convaincu. Un jour, l'histoire nous dira, quelqu'un parmi ces 200 personnes nous dira où se trouve Iyad Agali ou autre chose. C'est comme ça que moi je vois la chose. Maintenant, en fonction de cela, je conclurai que j'espère vraiment que la réconciliation nationale concerne aussi cette partie de ces djihadistes-là. Ce sont des djihadistes amateurs, certains d'entre eux. Vous voyez, je peux l'expliquer. C'est des jeunes gens, à peine 30 ans le maximum. Oui, mais la moyenne de 30 ans. Oui, Moustapha Sibi, mais pourtant le problème semble idéologique, parce que ça part de sources concordantes, de l'avis de nombreux savants musulmans unanimes sur ce point. Eh bien, il s'agit de gens qui sont radicalisés à partir d'une mauvaise compréhension de la religion musulmane. Absolument. Je suis musulman, je n'ai rien en commun avec ces terroristes djihadistes. D'ailleurs, c'est les narcotrafiquants, c'est les bandits en réalité. Et certains ne savent même pas lire le Coran, d'après nos informations. Vous voyez? Donc, espérons-le, la réconciliation, nous allons parler, il faut parler. On ne peut pas les finir, on ne peut pas les tuer tous à la fin.
Et à un moment donné, entre Maliens d'abord, nous allons nous parler. Je pense que là, la voie est ouverte avec cette libération, une nouvelle autorité au Mali. Nous verrons comment les choses vont évoluer. Des fois, l'histoire, ça bascule d'un temps à l'autre, d'un moment à l'autre. Espérons que nous aurons plus davantage de chance cette fois-ci en allant en ce sens de réconciliation nationale. Kambel Gimbaïra, il faut donner un peu de chance à la paix en tendant la main une fois de plus à ces présumés djihadistes ou bien aux groupes terroristes. Il ne faut pas désespérer en ce que les Maliens se retrouvent et que les Maliens se parlent sans bord et sans limite. Et cela à tous les Maliens. Tous les Maliens sont concernés par le devenir du Mali. Et je pense, j'espère vivement que mon ami Sibi, mon frère Sibi aura raison par rapport à sa logique. Je ne rentrerai pas dans les détails pour ne pas donner des éléments à ces hommes et femmes qui sont nos ennemis, qui nous combattent, qui ne lésignent pas sur tous les moyens. Ils n'hésitent pas à tuer nos soldats. Ils l'ont fait depuis des mois, des années, pour ne pas dire des années. Et même des soldats, des amis, pays, frères, amis qui sont venus nous prêter main secours. Mais il faut quand même dire à un certain moment donné, dans ce pays, des hommes et des femmes. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a pris sa responsabilité d'appliquer les conclusions du dialogue national inclusif, qui est de prendre langue avec tous les Maliens, parler de paix, lutter efficacement contre les djihadistes, contre les terroristes, contre cette frange qui ne veut pas être autour de la table, contre ceux qui nous envoient, ceux qui viennent d'ailleurs, qui viennent nous imposer au nom de je sais quelle religion, parce que je suis aussi d'une ville sainte, mais je prie comme tout le monde, mais ma vision de la religion n'est pas leur vision de la religion. En tout cas, et ensuite, après ce combat-là, accepter que les Maliens se parlent entre eux, que les Maliens se donnent la main, ils discutent de l'avenir de ce pays, parce que c'est ensemble que nous ferons ce pays-là. Toutes les guerres finissent autour d'une table. Toutes les crises finissent avec le dialogue. Absolument. Et Seydi Kaba, les prises d'otages, finalement, ça sert à ces organisations terroristes ou djihadistes pour faire pression et peut-être même pour faire leur marché, puisqu'il y a d'importantes sommes d'argent qui sont versées. Bien sûr, un business des otages qui s'est développé dans le Sahel, c'est pas la première fois que les groupes djihadistes prennent des personnes en otage et qu'elles négocient après avec les pouvoirs en place la libération de ces personnes. Et comme vous savez, à chaque fois qu'il y a libération d'otages, il est de tradition qu'il y ait non seulement la libération des personnes qui ont été demandées par les groupes djihadistes, mais aussi le versement de rançons. Cela d'abord sur le plan de la lutte contre le terrorisme. Ceux qui appartiennent au groupe djihadiste ont la preuve que tôt ou tard, le mouvement va revendiquer leur libération, va se battre pour leur libération. Donc, ils n'ont pas de crainte à être pris sur le terrain parce que ils savent que dans la plupart des pays de cette région-là, il n'y a pas de peine de mort. Donc, on va les incarcérer, les mettre en prison. Leur libération devient alors une question de temps. Soit à la faveur de négociations, soit à la faveur de changement de régime, soit à la faveur des évolutions de contexte, parce que dans le cas du Mali, on l'a vu, et même dans le cas du Niger avec Boko Haram, où des négociations ont été faites pour libérer des gens en échange de leur repentir. Dans le groupe djihadiste, voilà, ça, c'est les prises d'otages font partie de leur stratégie. Ça leur permet d'avoir des rançons qui servent finalement à faire des acquisitions, à financer des activités dans la zone où les groupes djihadistes opèrent. C'est important pour eux de poursuivre cette stratégie d'enlèvement de personnes parce que, comme vous savez, même si ces derniers temps, le nombre de personnes enlevées a baissé, et ça fait partie de leur stratégie intégrante, de leur visibilité et aussi de leurs moyens d'action et de pression sur les pouvoirs politiques de la région. Moustapha Sibi, on a évoqué avec Seydi Kaba à l'instant justement l'opportunité qui est souvent donnée par ces prises d'otages, ou bien l'opportunité que se donnent les preneurs d'otages, donc les djihadistes présumés, pour se faire de l'argent et s'approvisionner en équipement. Oui, ça a déploré. Personne ne peut être favorable à cela, même fut-il que mon chef soit livré par ces mêmes procédés.
Et ça a déploré et ça a combattu. Maintenant, ça a été favorisé aussi par l'Occident. Les paiements de rançon ont commencé par les Occidentaux. Ça, je m'en souviens très bien. ATT a déploré au départ. Le premier otage, ATT ne voulait pas entendre parler des paiements de rançon. Il a reçu une très forte pression de l'Occident, notamment de la France. Ça s'est passé comme ça ainsi. Maintenant, comment faut-il faire? Comment faire maintenant? Dans les États tels que le Mali, il faut une refondation de notre État, notre armée. Cela va prendre du temps. Nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Donc, sur ce point précis, vraiment, je ne peux que le déplorer. Mais par contre, là, à l'occurrence, cette occurrence-là, la libération de mon leader politique, c'est un peu délicat pour nous d'en commenter davantage, puisque nous sommes acteurs en ce moment de cette situation-là. Mais ça a déploré, hein, on n'est pas favorable à cela. Très bien. Justement, il est envisagé un dialogue national qui devrait aider à mettre autour de la table tous les Maliens. Il y a eu par le passé plusieurs dialogues. Qu'est-ce qui aiderait, par exemple, le prochain dialogue qui pourrait être organisé pendant la transition ou bien à la fin de la transition à être plus crédible et à donner des gages de succès par rapport à ce qu'il s'est fait quelques années avant? Oui, en fait, les dialogues, ça n'aboutit pas souvent chez nous. Pourquoi? Parce qu'en amont, il n'y a pas un travail sérieux qui aurait été abattu. Et la sincérité de ceux qui conduisent ces dialogues-là, souvent, n'est pas toujours avérée. C'est une difficulté. Et ce dialogue aussi souvent sert même de détournement des fonds. Hein. Et les fonds alloués à ce dialogue-là, quand vous l'entendez parler, ça dépasse. Vous direz que rien n'est trop cher pour arriver à un consensus pour les pays. Mais ça ne correspond pas. Maintenant, ce que j'espère, le dialogue national. Maintenant, l'arrivée de ce c'est à amortir, n'est-ce pas, en un sens, dans une certaine mesure, hein, c'est cette réconciliation qui va aboutir à un dialogue national. En ce sens que vous verrez, avec l'arrivée de ce même M5 RFP, les manifestations, ils ont été flouillées, maltraitées, humiliées, mais vous verrez qu'ils vont tempérer le mécontentement. Il n'y aura pas davantage de frustration ou de manifestation. Ça, c'est ce que je peux escompter ou prédire. Voilà. Maintenant, le dialogue, c'est possible. Ça va se faire. Tout ce que nous... Mais dans quelles conditions ce dialogue-là devrait se faire peut-être sur le territoire malien? On se souvient qu'il y a récemment encore les accords d'Alger, qui sont des accords politiques et qui, pour l'instant, ont eu du mal à être appliqués. Ont eu du mal à être appliqués avec le précédent pouvoir. Je vous arrête tout de suite. J'ai une idée arrêtée par rapport à ces dialogues externalisés dans un pays tiers. Ça n'a aucun sens. Ça n'aboutira jamais. Mon opinion personnelle, l'accord d'Alger, le dialogue en Alger, ça ne correspond à rien. On fait tourner en mauvais. C'est tout. Dialogue national au Mali, entre Maliens, décidé par les Maliens. Pas d'intermédiaire, pas d'intermédiation, pas d'interférence. Ça ne sert à rien. Ils sont tous sincères. C'est qu'on va à Ouagadougou, on parle. On a vu en 2012, nous partions à Ouagadougou. Les Maliens arrivaient là-bas en nombre considérable pour dialoguer. Mais en réalité, parallèlement à cela, on a su après tout ce qui s'est passé. C'est la même chose avec l'Algérie. C'est un pays frère ami. L'indépendance de l'Algérie, le premier combat de l'indépendance pour l'Algérie a été entamé au Mali. C'est à partir du nord du Mali que les Algériens sont préparés pour aller combattre les Français. Mais aujourd'hui, officiellement, publiquement, ils disent, mais en réalité, nos malheurs, c'est avec les Algériens. Il faut avoir le courage de dire cela. Je ne suis pas de nature à transverser ma conviction en lâcheté ou en prudence surtout. Et je dis ce que je pense. Je crois qu'on ne s'en sortira pas avec ces Algériens qui parlent entre nous. Et aujourd'hui, Iyad Agali, il est où? Qui le protège? Qui les protège? C'est les Algériens. C'est voilà un fait. Maintenant, les djihadistes ont toujours eu pour base arrière. On sait que le Mali a partage une large frontière, une très large frontière avec l'Algérie. Ça a toujours servi de base arrière aux organisations terroristes. Donc c'est pour dire qu'une refondation de l'armée nationale s'impose. Une réconciliation nationale, on parle entre nous. S'il y a un semblant de paix et d'accalmie au niveau politique national,
Cela est de nature à favoriser, et ne serait-ce que même la considération que nous pourrons avoir vis-à-vis de nos ennemis, à l'occurrence. Vous voyez? Donc là, moi, je ne compte pas trop. Si dialogue demain devait aboutir à une paix globale, durable au Mali, ce serait entre Maliens. Il ne faut même pas rêver, nous perdons notre temps. On peut se parler, le peuple algérien reste un peuple frère, hein, mais l'armée algérienne, la politique algérienne, même aujourd'hui au Mali et en Algérie, nous savons, les Maliens sont maltraités, sont frappés, arrêtés, bastonnés, emprisonnés tous les jours. Même l'État malien ne parle. Moi, j'espère l'avènement d'une nouvelle équipe gouvernementale, dirigeante, et avec le moyen, avec la technique, les convictions aussi. Les convictions. Si vous n'avez pas le courage de vos opinions, c'est ça. Il faut des convictions. Oui, il faut des convictions, certes, mais là, je me retourne vers Sédik Kaba à nouveau. Mais finalement, Sédik, qui est derrière ces opérations, ces prises d'otages ou bien ces organisations terroristes qui fonctionnent avec de gros moyens et qui mènent des actions placées et bien élaborées? Bon, il y a, à proprement parler, les groupes djihadistes au Sahel sont autonomes. Là, cette action a été revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, qui est une fédération de mouvements djihadistes créée en mars 2017 par Iyad Agali, avec comme un des principaux lieutenants Amadou Koufa de la Katiba Massina. Ensemble, ils ont fédéré d'autres mouvements épars. Et c'est eux qui, aujourd'hui, ont revendiqué cette action et c'est eux qui se réclament de la mouvance Al-Qaïda, puisque, comme vous savez, dans cette zone-là, il y a Al-Qaïda et il y a l'État islamique. Antérieurement, historiquement, Al-Qaïda a précédé l'État islamique, puisque c'est le GSSP, le groupe salafiste pour la prédication et le combat, venu d'Algérie, qui s'est installé dans le Nord Mali et qui s'est transformé en AQMI. Donc, historiquement, AQMI est devant. Et donc, l'ensemble de ces groupes-là, aujourd'hui, continuent de faire des actions, continuent de poser des revendications, continuent de faire ce qu'ils peuvent pour avoir une implantation dans cette zone. Et on note que le mouvement était parti quand même... il y a une volonté chez le groupe djihadiste d'expansion territoriale. Le mouvement avait commencé par le nord du Mali, il a gagné le Niger, il a gagné le Burkina. Il menace de gagner la côte aussi, puisqu'il y a eu déjà un enlèvement au Burkina, au Bénin, de 2 Français. Et il y a eu une attaque en mars 2017 en Côte d'Ivoire. Il y a eu une attaque à la frontière avec la Côte d'Ivoire. Donc il y a une volonté chez les mouvements djihadistes d'expansion territoriale de ce qu'eux, ils appellent le califat, puisque là, il s'agit de mouvements djihadistes en Afrique de l'Ouest, qui est une sorte de wilaya et qui dépend du califat. C'est tout cela qui explique cette mouvance. Il y a Al-Qaïda originel et il y a l'État islamique, qui sont les 2 grands mouvements, les maisons mères, si on peut dire, de ces mouvements djihadistes dans le Sahel, et qui souvent leur donnent des instructions, mais souvent les mouvements djihadistes agissent par eux-mêmes avec une certaine autonomie. Voilà. Et on note, vous l'avez souligné, Sédik, qu'au Bénin, cette prise d'otage s'était soldée par un mort, malheureusement. Mais toutes ces organisations terroristes, Moustapha Sibi, Sédik Kaba vient de le souligner, ont des liens. On a une grande Katiba qui est, en parlant de Katiba, un grand groupe avec donc des sous-groupes, des organisations un peu plus petites, mais qui finalement obéissent à une sorte de califat. Oui, en fait, Sédik Kaba, je le salue au passage. Hein. Ici, il a un fan, quelqu'un qui a pratiquement lu tous ses ouvrages, hein, à part le dernier, je crois. Le dernier, je ne l'ai pas encore. Et c'est l'un des rares ressortissants de l'Afrique de l'Ouest qui peut se prévaloir, n'est-ce pas, cette compétence analytique. Voilà, sur ces choses-là, cette thématique djihadiste. Ma lecture est ceci. Tout ceci est avéré, c'est que vous avancez ou nous avançons tous ici ensemble.
Le Mali, en premier lieu, ce qui me préoccupe, il faut que nous arrivions à construire, comment on appelle ça, réorganiser encore notre armée. La refondation de l'armée nationale au Mali, c'est la base. C'est un vaste chantier quand même, hein, un vaste chantier. Un vaste chantier. Et ça ne se fera pas à coup de milliards. C'est pas comme ça que ça se passe. Moi, je l'ai eu à dire sur le plateau de télévision. J'ai dit, si vous envoyez, on envoie les enfants comme ça demain avec, en ayant acheté des chars ici et là, les armements un peu partout à coup de milliards, c'est les envoyer à l'abattoir. Ils vont se faire tuer, massacrer. Et exactement, c'est ce qui se passait. J'ai dit ça depuis en 2018. Il faut aller, ça prendra du temps. Ça prendra du temps, un peu d'intelligence et le développement aussi. Ne serait-ce que l'infrastructure routière doit être améliorée. S'il y en a, il y en a même plus. Il n'y en a pas au Mali, on est vraiment en retard par rapport aux pays voisins, comme le Sénégal. Voilà. Le problème au Mali, ce n'est pas aussi seulement l'armée nationale, les armements, c'est aussi la refondation totale, réelle de l'armée en termes de formation, mais ça prend du temps, ça prendra du temps. Il faut être intelligent, assez intelligent, avec beaucoup de doigté pour y parler. Je ne vois pas la solution demain après-demain matin. Donc, d'où l'idée de favoriser davantage le dialogue. Amadou Koufa, c'est un Malien. Il a eu à rencontrer les officiels maliens. Je me demande même si ce cas précis, il n'était pas impliqué. Voilà, et il faut le parler. Ayad Ali, c'était malien. C'est deux cerveaux qui opèrent à partir du nord Mali, ou au niveau des frontières, les trois pays, Niger, Burkina et le Mali. Donc, je ne vois pas de solution d'une armée, même sous-régionale, en mesure de venir à bout de ces terroristes-là. Ils ne sont pas en nombre, mais ils sont très dispersés. Le Mali faisant trois fois la France, 2 fois et demi en tout cas de la France en termes géographiques. Et c'est compliqué. On n'aura pas ces moyens-là dans les 5, 6, 10, 20 années à venir pour faire face directement à ces hommes-là. Mais avec un peu d'intelligence et de formation, on peut y parvenir. Le Mali, on le rappelle, hein, qui a une superficie énorme avec cette très très longue frontière avec l'Algérie, une frontière voilà, qui pose problème, notamment en termes de sécurité, puisque les organisations terroristes s'en servent comme base arrière, et c'est ce qui a expliqué, on l'a vu, que l'Algérie se retrouve en permanence justement en médiateur, mais une position que ne partage pas du tout Moustapha Sibi, et on peut le comprendre. Mais cette lutte contre le terrorisme au Sahel, Seydi Kaba, est un dossier finalement qui échappe au contrôle des États, semble-t-il. Non, la lutte contre le terrorisme au Sahel doit être menée prioritairement par les pays du Sahel. L'agenda doit être défini par les pays du Sahel eux-mêmes. Parce que, comme vous savez, il faut connaître les réalités des pays du Sahel pour savoir quelles solutions on peut amener. On a pensé à tort d'ailleurs, que la solution du tout militaire, du tout sécuritaire suffira à écraser les mouvements. Donc il y a une présence forte de l'armée française avec Barkhane, avec Serval d'abord, Barkhane aujourd'hui avec près de 5000 hommes. Et les pays aussi ont acheté du matériel, ont mobilisé des gens, mais ça ne donne pas le résultat, ça ne suffit pas pour écraser les mouvements djihadistes. C'est pour cette raison qu'il faut que les pays du Sahel soient les maîtres du jeu, soient les maîtres de l'agenda, pour apporter la preuve que on ne peut pas écraser seulement les groupes djihadistes. Il faut la solution sécuritaire et militaire pour stabiliser, mais il faut une solution holistique, c'est-à-dire une solution qui associe le militaire, le sécuritaire avec le développement, avec la bonne gouvernance et avec même les questions écologiques, parce que le Sahel est une terre où on ressent le plus le changement climatique. Donc, il faut l'ensemble de ces solutions-là pour pouvoir apporter une réponse efficace et définitive à la question du Sahel. Si on ne se prend pas comme ça, on ne va pas s'en sortir. Or, pour expliquer le besoin du développement, pour expliquer les attentes des populations, il faut que ce soit les pays du Sahel eux-mêmes qui soient au devant de l'agenda. Voilà, ça me semble très très important.
Voilà ce que je peux dire à ce sujet. Merci. Il faut que les pays du Sahel, justement, soient tout à fait à l'avant-garde de ce combat. Ça se comprend. Sans cette posture, il va être difficile de prendre le contrôle de la situation. Mais là, ça demande également de renforcer, notamment les moyens en ce qui concerne le renseignement, Moustapha Sibi. Voilà aussi le facteur défaillant du régime Ibeka. On s'est demandé même, je me demande si je n'étais pas mieux informé que le régime Ibeka. Pourtant, il y avait un service secret, il y a un service secret. Ils étaient au courant de rien. Seulement, les opposants, ça a écouté les conversations des opposants ici et là, les critiques. Vous êtes écoutés, vous êtes surveillés, c'est vrai là. Mais une partie à 200 km de Bamako, il s'est passé des choses. Je me suis vraiment demandé, à la fin de cette période-là, à quoi ça consiste l'État qui n'a pas de renseignements, qui n'a même pas de renseignements. C'est Bamako qui est contrôlé. Bamako est contrôlé, surveillé, écouté. Mais Ségou, c'est à 250 km de Bamako. Les attaques, ils viennent jusqu'à 10 km de Ségou, de Mafa, ils arrivent même dans la ville de Ségou. Il n'y a pas de prévention. Il n'y a pas de prévention. C'est catastrophique. Le chantier est gigantesque. C'est pour cela que l'autre jour, je disais sur ce plateau-là que je n'étais pas mécontent. Quelques postes étaient attribués à ces militaires de la junte au Mali. Parce que vous pensez que ça va contribuer à atténuer les problèmes sécuritaires et aider à relever le défi sécuritaire? Oui, en ce sens que les fonds alloués cette fois-ci à ces secteurs-là, la sécurité et le renseignement, seront utilisés à bon escient. C'est ça la difficulté. Vous voulez dire qu'il y a des soupçons de détournement de ces fonds? Ce n'est pas des soupçons, c'est avéré. Nous avons toutes les factures, nous savons comment ça s'est passé. Et les gilets pare-balles, l'armée française l'achète à combien? À 150 000 francs CFA, l'équivalent du traduit en CFA. Nous, ça a été facturé au Mali à 800 000 francs CFA. Nous savons. Et les contrats sont signés avec des structures qui ont à peine 3 millions de capital et un mois d'existence. Non, la réalité, ce n'est pas des soupçons, c'est avéré. Nous avons des documentations. Je disais la dernière fois encore que notre administration, c'est une petite administration. Bamako, c'est un grand village, tout se sait. Vous signez un papier dans un bureau ici, 3 heures de temps après, quelqu'un s'en a procuré en ligne directement. Donc, on savait, tout se savait. On a su ce qui s'est passé. Maintenant, avec ces militaires-là, notre souhait, ayant constaté eux-mêmes leurs propres camarades se faire tuer comme des lapins, ils auront à cœur quand même, n'est-ce pas, d'apporter les financements nécessaires là où les besoins sont criants, quoi. C'est là, mon raisonnement est en ce sens. J'ai vraiment espoir que ces 4 ministères clés qui sont pourvus par les militaires en place aujourd'hui est une bonne chose. Je m'en réjouis, y compris Est-ce que vous pensez aussi qu'il faudrait une variété de partenariats, qu'il faudrait, en ce qui concerne la coopération militaire, en plus de la France qui est le partenaire historique, eh bien, s'en ouvrir, comme certaines sources l'ont indiqué, davantage à des pays comme la Russie? C'est nécessaire, c'est vraiment nécessaire. Ce n'est même pas un souhait. Je serai aux affaires aujourd'hui au Mali, je signerai un accord tout de suite avec les Russes et les Chinois. Moi, je parle couramment chinois, j'ai vécu en Chine 11 ans. Je sais que les Chinois sont plus sincères. Les Français, historiquement, nous sommes ensemble. Nous parlons les langues, nous maîtrisons les matériels lorsqu'ils sont conçus avec la langue française. C'est pour cela que nous sommes avec eux. Mais en réalité, ça ne suffira pas. Ils resteront nos amis historiques à jamais, mais il faut vraiment élargir nos domaines d'intervention en termes de coopération militaire. Voilà. Et je signerai. Demain, si on me demandait, tout de suite, je signerai. C'est favorable. Et l'approche avec la Chine, elle vous paraît plus sincère, plus fiable? Absolument. Plus efficace? Absolument. Efficace, c'est difficile d'entrer en profondeur de détail, mais je connais les Chinois, les concepts de relations entre États des Chinois. Ils ne ratent pas dans les quatre chemins. Ils identifient comment ils peuvent vous aider. Si cela vous convient, allons-y. Maintenant, la Chine n'a pas vocation à amener une troupe de militaires dans votre pays. Ils ne feront pas ça. Mais les renseignements et aussi même la formation.
et les matériels aussi. Ils peuvent facilement nous fournir cela, mais il y a toujours un embargo officieux qui se pratique, qui nous empêche nos dirigeants d'aller s'approvisionner dans ces pays autres que la France. Et tout ceci dépend aussi des dirigeants en tête de l'État. Oui, mais pourtant, historiquement, on note que par le passé, de nombreux Maliens avaient été formés en URSS. Donc, il y a des relations solides avec la région. Ça s'est arrêté depuis l'avènement de la démocratie en 1991, parce que c'est lui qui était le partenaire de la Russie en Afrique de l'Ouest, c'était Moussa Traoré. Vous voyez, et ces régimes-là, d'abord ça a commencé avec Modibo Keïta un peu, mais Moussa, l'armée malienne était équipée pratiquement à 95% par l'armement avec le régime de Moussa Traoré. Et d'ailleurs, ces derniers s'en revendiqué en termes d'inventaire, juste avant son décès, dire qu'en quittant l'État malien, en quittant le pouvoir malien, il y avait un nombre important de chars, un nombre important d'hélicoptères qui étaient fonctionnels extra. Donc, il se demandait même qu'on pose la question, soi-disant démocrate, en se référant à nous, ou qu'est-ce qu'on avons-nous fait avec ces équipements? Oui, l'armée malienne était vraiment équipée, l'une des plus surarmées de la sous-région à une époque donnée, mais une fois que l'avènement de la démocratie, il faut s'en souvenir que ceux qui sont arrivés aux affaires en 91, c'était avec l'aide du président Mitterrand, président François Mitterrand et sa femme, donc Alpha Mar Konaré, c'était vraiment pas les pions, je ne serais pas vulgaire en ce sens, mais quand même c'est des gens qui étaient plus ou moins contrôlés par la France. C'est là qu'on a laissé détériorer les matériels militaires qui existaient au Mali, de fabrication soviétique, en changeant un peu. Maintenant, on est parti aussi comme démocratie, il n'y a pas de guerre. Voilà. Et à l'arrivée, on n'a plus d'armée, malheureusement. C'est ça. Mais je pense que l'opinion bouge au Mali. L'opinion bouge en ce sens. L'opinion bouge au Mali et l'opinion est favorable. L'opinion est favorable à un partenariat diversifié, à une coopération diversifiée, notamment sur le plan militaire. Notamment avec la Russie. C'est une opinion maintenant qui monte, ça commence à agréger en ce sens. Voilà. Donc, on verra comment les choses vont s'évoluer. Maintenant, on a une transition en face. Ce que nous attendons, espérons de cette transition, c'est la partie sécuritaire. S'ils arrivent à nous sauver un peu, faire moins de morts soldats, parce que ce qu'on ne dit pas au Mali, c'est vrai, les villages sont brûlés, sont saccagés, les greniers, etc. Mais les militaires sont tués comme des lapins. Tous les jours. Récemment, il y a une accalmie un peu, sinon récemment, on a tué beaucoup de militaires maliens. On n'a pas le nombre exact en réalité. On ne communique pas bien là-dessus. Donc, ces autres militaires qui sont là, espérons que les fonds alloués pour la sécurité et le renforcement de l'équipement, ils vont arriver à bon escient. Et c'est ce que les présidents de la transition s'est exprimé en ce sens, le jour de la prestation serment de Tunis. Et il faut espérer surtout que l'ensemble du pays va être sécurisé pour permettre que l'élection présidentielle, bien les élections à venir, des élections générales, justement soient des élections auxquelles la majorité des Maliens va pouvoir participer. Nous l'espérons. Vous savez, les Maliens sont, c'est l'a dit, on est humain, mais aussi on est vraiment Maliens. On est fondamentalement attaché à notre pays. Je citerai un écrivain français, Sylvain Tesson, qui disait que la France, c'est un paradis qui est habité par les gens qui se croient en enfer. C'est le contraire qui est vrai au Mali. Peut-être qu'il y a une affaire au Mali, mais nous croyons que nous sommes au paradis. Nous nous battrons. Les Maliens, l'expatrié, on en parlait l'autre jour, même mort, on envoie le cadavre. On demande que mon corps soit envoyé dans mon village. On est comme ça, les Maliens. Il n'y a certainement pas d'enfer sur terre, Moustapha Sibi, mais il y a quand même c'est une boutade. Oui, absolument. Mais il y a quand même une préoccupation, une question que je m'avais posée à Sédi Kaba. On a l'impression qu'au Niger, on sait que Sédi Kaba est du Niger. On a l'impression qu'au Niger, finalement, le pouvoir choisit la méthode forte et privilégie moins les négociations avec les organisations terroristes? Non, on ne peut pas dire de façon totalement tranchée que le Niger ne négocie pas avec les djihadistes. Le Niger a négocié la libération des otages d'Areva. À cette occasion, des personnes qui étaient en prison, des djihadistes, ont été libérés par le Niger. Et par ailleurs, en ce qui concerne la région du lac Tchad, parce que comme vous savez, le Niger fait face
mouvement terroriste dans sa partie nord-ouest, mais aussi dans sa partie sud-est, frontalière avec le Nigeria. Et là aussi, le Niger a négocié quand même la libération de plusieurs personnes. Le Niger a négocié la libération le Niger a négocié avec Boko Haram, et beaucoup de gens de Boko Haram ont quitté leur fief dans le cadre de ce qu'on a appelé le programme Repentir contre Pardon. Donc, on ne peut pas dire que le Niger ne négocie pas. La doctrine, c'est ne pas négocier avec les djihadistes, mais la pratique est telle que même du côté du Niger, on parle avec les djihadistes, on voit ce qu'on peut faire, parce que vous savez, la négociation avec les djihadistes dans la zone du Sahel, c'est une question de pragmatisme aussi. Longtemps, on a pensé qu'on pouvait écraser les djihadistes. Maintenant, on n'est pas arrivé à les écraser. Donc, certains pays envisagent de négocier avec certains djihadistes. Simplement, ils disent, comme au Mali, on ne négocie pas avec les non-maliens, puisque le djihad du Sahel est animé par les Sahéliens, mais il est animé aussi par les personnes qui ne sont pas sahéliennes. Donc, notamment, plusieurs personnes qui viennent du Maghreb ou qui viennent même au-delà du Maghreb, qui animent ces djihadistes. Donc, la seule ligne jaune que les gens ont tracée, c'est celle de ne pas accepter de négocier avec des gens qui ne sont pas des pays concernés, des gens qui viennent pour alimenter des conflits dans ces différents pays-là. Le Sahel, Seydi Kaba, où le Tchad a annoncé l'envoi de 1000 soldats supplémentaires pour aider à la lutte, pour renforcer la lutte contre le terrorisme dans la région. Moustapha Sibi, on le voit, cette approche de négocier avec les terroristes, ce n'est pas une exclusivité du Mali, c'est la réalité peut-être qu'il impose par moment, mais il faut surtout aussi que cette force du G5 Sahel soit véritablement renforcée, densifiée pour des résultats plus probants. Je ne pense pas que la quantité fera l'affaire. Le problème est très complexe avec nos amis occidentaux, notamment la Barkhane avec la France. Je pense que les jours que c'est ma lecture, je peux me tromper, les jours qu'on entendra une paix globale, totale au Mali, ce ne serait pas forcément fait de la présence des Balkans. Ils sont là-bas. Depuis qu'ils sont là, les tirs continuent. Les bombes artisanaux, artisanales, etc. On ne s'en sort pas. Moi, je privilégierais plutôt, comme Sidi Kaba disait, il faut que ça soit la chose sous-régionale. Il faut que les acteurs de cette zone-là prennent les choses en main. Les Balkans, ils sont là. Certes, c'est tout à fait à notre bénéfice. Ils sont là pour nous aider. Ce n'est pas anodin. Ça a un coût humain. Il faut reconnaître. Nous leur sommes reconnaissants. Mais tôt ou tard, il faut envisager leur départ. Absolument. Moi, je ne vois là le salut que nous par nous-mêmes. Ce groupe. Et autre chose. Il y a d'autres éléments aussi qui englobent cette présence de l'ONU. Monissement avec la Barkhane, c'est aussi la prolifération de l'armement. Qui amène des conteneurs de façon non contrôlée. Et on aura sûrement avec Seydi Kaba l'occasion de faire un autre débat sur le très lucratif marché de l'armement, qui est justement un marché qui ne fleurirait plus du tout si, bien entendu, les conflits venaient à s'estomper sur le continent africain et dans le monde. C'est dur, mais c'est la réalité. Merci. Merci donc à Sédik Abba, écrivain, journaliste spécialiste du Sahel, auteur de nombreux livres sur la lutte contre le terrorisme. Sédik, vraiment merci d'avoir participé à ce débat. J'ai grand plaisir à participer à ces débats avec un panel de très haut niveau. Je salue très chaleureusement tous les membres de ce panel. Voilà, bonne journée.
Merci beaucoup, Moustapha Sibi. On aura grand plaisir à vous retrouver également pour, en tout cas, un autre numéro de la Tribune du mardi sur le Mali et peut-être sur d'autres situations en Afrique. Je rappelle que vous êtes un proche... avec plaisir. Je rappelle que vous êtes un proche de Soumaïla Cissé et bien sûr un membre de l'URD, sa formation politique. Merci encore et très bonne suite de programmes sur la Belle Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale.